Et voilà. OK, très bien. Allez, hop. Partager. Donc là, vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Très bien. Super. Très bien. Merci beaucoup à tous d'être aussi donc nombreux. Certains nous suivent en live sur les réseaux. Donc, bienvenue à tous au mercredi de l'export. Aujourd'hui, c'est le 6e épisode, c'est le 6e webinaire des mercredis de l'export. Et aujourd'hui, pour la 2e fois, on va parler d'un pays donc frère, donc qui est la Mauritanie. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est mon entreprise s'internationalise en Mauritanie. Par où commencer? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis Shema Boukedi, je suis Program Manager à Connectinov. Donc, Connectinov, c'est une structure d'accompagnement 100% Health Tech, c'est-à-dire qu'on accompagne les porteurs de projets, les porteurs d'idées, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise également. Donc, quel que soit l'avancement de leur projet dans le domaine de la santé, c'est-à-dire de la e-santé, la biotech et la medtech. Et donc, en juin dernier, donc ça fait déjà une année, on a lancé notre programme Expan Africa qui a pour principal objectif donc d'accompagner les startups et les PME vers donc à exporter et à développer leurs activités d'export, à développer leurs capacités, leur réseau vers les autres marchés de notre continent qui est le continent africain. Et donc, grâce au projet Pawefl, on a lancé la première cohorte donc qui vise à aider les startups et les PME tunisiennes dans le domaine de la health tech à développer leurs activités vers la Mauritanie et le Sénégal. Et donc, le projet Pawefl, pour rappel, est financé par l'AFD et mis en œuvre par Expertise France. Et donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le 2e webinaire des mercredis de l'export Focus Pays. Et pour parler aujourd'hui de la thématique, nous sommes très ravis et honorés d'avoir un très beau panel de qualité. Et donc, on a aujourd'hui avec nous Madame Fatoumata Soumaré Ndiaye, qui est présidente de l'association Diaspora Action Santé. Elle est également formatrice et aujourd'hui, elle est invitée en tant que cofondatrice de RIM Santé, son entreprise dont elle va nous parler. Bonjour, Madame Soumaré. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de faire partie de ce panel. Si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Alors bonjour, je m'appelle Fatoumata, j'ai 42 ans, je suis infirmière de profession depuis presque 13 ans, dans le milieu intra-hospitalier également en tant qu'infirmière libérale en France. Et je me suis installée en Mauritanie en 2021 pour travailler ici auprès de mes confrères et développer le milieu de la santé avec une dynamique interpays qui me ressemble et qui me correspond aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Madame Fatoumata. On passe à Madame Aziza Lefri, qui est coordinatrice réseau et antenne à la PIM. Donc, la PIM, c'est l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie. Bonjour, Aziza. Bonjour Shema, merci beaucoup pour l'invitation. Et du coup, moi, c'est Aziza Lefri. Comme vous venez de le citer, je suis coordinatrice des réseaux et antennes au niveau de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie. Mon rôle consiste à coordonner nos antennes régionales, internationales et aussi à renforcer tout le réseau institutionnel autour de la promotion de l'investissement en Mauritanie et de l'attractivité économique, renforcer l'attractivité économique du pays.
Très bien, super, merci beaucoup. De toute façon, on aura le temps de bien discuter des rôles de chaque structure, de chaque entreprise qui sera aujourd'hui avec nous. Et last but not least, comme on dit, Monsieur Hadieto Ndai, qui est chargé de projet dans la direction des établissements de santé au ministère de la Santé de la Mauritanie. Bonjour, Monsieur Ndai. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, donc je suis Ndjaye Hadi, je suis effectivement consultant aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé dans la direction des établissements de santé qui a été tout juste, qui vient d'être créé parce qu'on a eu un changement d'organigramme. Et voilà, donc j'accompagne cette direction sur plusieurs projets et je suis ravi et je vous remercie de l'invitation qui nous permettra aussi finalement de mettre en avant les initiatives qu'on a entreprises ici au niveau du ministère et en même temps de proposer à des entreprises tunisiennes également de pouvoir avoir l'opportunité d'investir à Mauritanie. Merci à vous tous d'avoir répondu donc présent pour partager votre expertise, pour partager votre expérience et surtout pour partager votre connaissance du marché mauritanien donc pour les entreprises et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut démarrer, aller dans le vif du sujet. Donc là, pour la première partie, on va parler un peu des opportunités, des horizons pour les entreprises donc étrangères, notamment les entreprises tunisiennes, sur le marché de la santé en Mauritanie. Et donc là, on va démarrer avec Madame Aziza Lefri de la PIM. Donc la PIM, c'est un acteur très important dans l'accompagnement des investisseurs donc, en Mauritanie. Si vous pouvez nous présenter un peu donc la PIM, ses activités, qu'est-ce qu'elle fait et est-ce qu'il y a des mécanismes de soutien spécifiques qui sont mis en place aujourd'hui pour aider les entreprises étrangères, notamment tunisiennes, à se développer en Mauritanie, à développer leurs activités? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, encore une fois, je vous remercie pour l'invitation, mais aussi pour l'intérêt porté à la Mauritanie, au marché mauritanien, d'une façon plus générale. La PIM, c'est l'entité publique en charge de la promotion des investissements en Mauritanie, comme son nom l'indique, sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Son rôle principal vise à attirer, faciliter et pérenniser les investissements privés nationaux comme étrangers et donc à promouvoir la Mauritanie comme destination privilégiée d'investissement. On peut dire que le rôle de l'émission de la PIM s'articule autour de 4 principaux axes. Donc, on commence par l'orientation, parce que c'est le point de contact premier et unique, on va dire, pour les investisseurs étrangers. Donc, le premier axe, c'est l'orientation des investisseurs vers les opportunités d'affaires qui peut y avoir en Mauritanie, des opportunités sectorielles spécifiques alignées avec notre politique de développement et notre stratégie de développement national. Ensuite, ça va être l'aide aussi ou le soutien, l'accompagnement complet dès les premières étapes de l'installation, même avant l'installation, à travers un guichet unique aussi des entreprises qui est le point centralisé ou l'endroit qui centralise toutes les procédures de création d'entreprise, que ce soit le registre de commerce, les procédures fiscales, création de NIF, numéro d'identification fiscale, les douanes, etc. Ensuite, la PIM aussi joue un rôle dans la facilitation des investissements et l'incitation à travers la délivrance des certificats d'investissement, des agréments pour les entreprises qui sont éligibles au Code des investissements. On a plusieurs régimes incitatifs qui vont des régimes PME avec un montant minimum d'investissement de 2 millions de MRU jusqu'au régime des pôles de développement ou encore des régimes encore plus structurants avec des gros montants d'investissement. Et là, à la PIM, on délivre pour les entreprises qui sont éligibles des certificats ou ce qu'on appelle des agréments qui permettent d'avoir des incitations, de bénéficier d'incitations fiscales et douanières, des incitations à la TVA, des exonérations de TVA, des incitations douanières pour du matériel importé et encore des incitations sur l'impôt, des réductions d'impôts sur la société ou des taxes d'opération financière. La PIM aussi propose un suivi post-investissement, c'est-à-dire une fois que l'investisseur est sur place, il n'est pas jeté dans la nature. On est là pour l'accompagner en prêt,
pendant et après l'investissement. Et là, ça va être le suivi d'abord, s'il est soumis à un des régimes du Code des investissements, on vérifie qu'il s'en tient aux engagements qu'il a pris. Et ensuite aussi, si jamais il y a un blocage quelque part, on peut aider, intervenir, éviter que son projet puisse être bloqué afin de s'assurer de pérenniser son projet et donc de faciliter, de pérenniser tous les investissements sur place. En gros, c'est ça les rôles. Il y a un dernier rôle aussi, que c'est tout ce qui est l'aftercare. Une fois que l'investisseur est sur place, qu'il a déjà investi, on continue de le suivre. On a tout un service qui est dédié à l'accompagnement des investisseurs locaux comme internationaux, qui permettent de suivre les investisseurs dans tout leur processus de A jusqu'à Z, c'est-à-dire avant de venir s'investir, de s'orienter d'abord, ensuite venir sur place, comment ça se passe, les aider dans les différentes procédures jusqu'à l'investissement et même après l'investissement. Et là, j'en viens à la question spécifique par rapport au mécanisme que l'on a. D'abord, le code d'investissement, c'est le premier mécanisme qui régit en quelque sorte notre activité et qu'on suit. Et c'est un cadre qui vient d'être révisé et donc qui est assez attractif quand même. Ensuite, il y a le guichet unique aussi, qui est l'étape principale de formalisation des entreprises. Il y a aussi des mécanismes que l'on fait dans l'accompagnement que l'on offre, qui rentrent dans notre panoplie d'offres de services, comme tout ce qui est le suivi, la facilitation de la mise en réseau, si jamais l'investisseur il souhaite avoir un partenaire local, ce qui est quand même très souvent le cas pour le secteur de la santé, parce que c'est un secteur assez spécifique, assez particulier. Ensuite, la mise en relation avec les acteurs institutionnels, de la facilitation de tout ce qui est réseau institutionnel, pour les rencontres avec les ministères, avec les autorités, qui est nécessaire pour l'obtention de certaines autorisations ou pour répondre ou se soumettre à certaines exigences. Donc, en gros, la PIM, elle est là pour faciliter tous ces investisseurs, pour accompagner l'investisseur tout au long de son processus et être à son côté pour lui permettre de vivre une expérience investissement idéale en Mauritanie. Très bien. Donc, si on peut dire, la PIM, c'est une des premières portes à laquelle on peut taper en allant en Mauritanie. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le rôle qu'on aspire à être. C'est vraiment la première porte à taper porte d'entrée pour le pays, pour la Mauritanie. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Aziza, pour cette vue globale. Donc, en effet, la PIM, c'est un acteur très important et majeur dans l'accompagnement des entreprises. Un autre acteur très important, donc surtout dans le secteur de la santé, c'est le ministère de la Santé. Donc là, je me tourne vers Monsieur Ndiaye. Donc aujourd'hui, on parle d'une très grande dynamique autour du système de la santé en Mauritanie. On parle de réforme hospitalière, on parle de santé numérique, de digitalisation, d'innovation, d'entrepreneuriat également. Donc, parlez-nous un peu de tout ça, si vous pouvez dresser un peu un schéma général ou un aperçu des principales avancées récentes et comment surtout les initiatives actuelles peuvent aider les entreprises à venir donc, vers le secteur de la santé de la Mauritanie. Oui, donc permettez-moi juste de revenir sur ma présentation. Je suis consultant effectivement au niveau du ministère de la Santé, donc je suis administrateur de formation. J'ai fait l'ENA France sur la gestion de risques et gestion des crises. Et auparavant, j'étais directeur d'un établissement de santé où j'étais également administrateur du dossier patient. Donc, ça rejoint un peu le sujet d'aujourd'hui, puisque au niveau du ministère de la Santé, comme vous l'avez dit, il y a vraiment une grande dynamique autour de ces questions-là, notamment la nouvelle réforme qui est en cours, qui n'est pas encore validée, mais est en cours et très avancée. Nous travaillons là-dessus avec des partenaires comme l'OMS, la coopération espagnole, etc. Donc, vous voyez, sur la digitalisation, aujourd'hui, c'est un mot qui est quand même bien présent
on va dire, au niveau du ministère de la Santé. Donc, c'est à tous les secteurs qu'on en parle, donc que ce soit au niveau des centres de santé, que ce soit même au niveau de l'administration centrale, donc c'est-à-dire le ministère lui-même, mais également les hôpitaux. Donc, les structures hospitalières, aujourd'hui, sont tous, en tout cas, intéressées pour se doter d'un dossier patient. Et ce dossier patient, justement, nécessite un long processus avant de pouvoir effectivement être installé au niveau des structures. Et pour cela, on a besoin effectivement de cette expertise des entreprises, que ce soit des entreprises locales ou des entreprises à l'extérieur. Mais quand on sait que l'expertise tunisienne est assez appréciée au niveau de la santé, je pense que c'est quand même une bonne opportunité pour des entreprises, notamment tunisiennes, qui ont déjà eu à digitaliser et à mettre en place le dossier patient dans les structures hospitalières, de pouvoir du coup finalement en tout cas taper à la porte du ministère ou de la PIM, qui pourrait être une première porte, mais pour pouvoir en tout cas finalement faire profiter la Mauritanie de son expertise. Voilà, donc cette réforme hospitalière, elle évoquait effectivement des questions de digitalisation, du respect et de la confidentialité des données des patients. Également, on parle de télémédecine. Donc, c'est quelque chose quand même qui est aujourd'hui dans l'air du temps. Quand on sait que la Mauritanie, en termes de densité, elle est quand même, voilà. Donc, le fait de développer la télémédecine permet de pouvoir donner en tout cas accès aux soins à des zones très reculées. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, en tout cas, et très apprécié par le ministère de la Santé, puisqu'on sait aussi qu'il y a une direction complètement qui se charge de cette question et qui aussi a besoin, en tout cas, d'expertise venant de toutes parts pour pouvoir renforcer ses rangs, puisque le renforcement des capacités est une grande nécessité au sein de notre ministère. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, pour cet aperçu donc, global. En effet, il y a une très grande effervescence autour de la digitalisation, mais également autour de donc, la décentralisation un peu, donc, comme vous avez évoqué, donc, de la digitalisation et de l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la santé. Donc, là, je vais me tourner vers Madame Soumaré pour un œil plus terrain. Donc, vu qu'elle est entrepreneuse, donc elle est cofondatrice de RIM Santé, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de RIM Santé? Comment est née cette initiative et surtout, quelles ont été les étapes de la création de votre entreprise? Donc, depuis la jeunesse de l'idée jusqu'à donc l'activité récente que vous faites aujourd'hui. D'accord, merci. Donc, alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis infirmière de profession. Donc, j'ai travaillé 8 ans en milieu intra-hospitalier. Puis par la suite, j'ai pris le choix d'adopter plutôt le choix entrepreneurial. J'ai préféré être chef d'entreprise. De fort de mon expérience et de la diversité de mon activité, j'ai choisi d'ouvrir un cabinet médical de soins à domicile et qui a fait son activité pendant environ 4 ans en France. Et durant cette période-là, il y a eu le Covid-19. Le Covid-19 qui a demandé une mobilisation mondiale de la part des soignants et j'ai eu la chance de participer à un programme de renforcement des capacités avec l'OIM en collaboration avec l'OMS et l'Union européenne qui m'a donné l'opportunité de venir travailler en Mauritanie en tant qu'infirmière dans les services de soins critiques. Et donc, c'est une mission qui a duré plusieurs semaines où j'ai beaucoup appris. Comme je dis souvent, j'ai beaucoup, en arrivant, je pensais donner, mais moi, j'ai beaucoup reçu au final. Et en sortant de là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, quand même un manque et qui était à combler parce qu'à l'époque, en tout cas, j'entendais très, très peu parler des soins à domicile. Et j'ai un souvenir au centre de cardiologie où j'étais affecté en réanimation, où j'avais des patients qui subissaient des interventions assez lourdes et qui revenaient toutes les 48 heures faire des pansements ou faire des soins par dépit d'avoir des soins à domicile près de leur lieu d'habitation. Donc, je suis rentré, l'idée a mûri un petit peu. Et je me suis dit qu'il fallait que je retourne vivre dans ce pays-là, qui a beaucoup d'opportunités et développer quelque chose de similaire. Non, vraiment, je me suis vraiment éloigné du copier-coller parce que j'ai très vite compris que c'était pas faisable et surtout que ça allait pas être efficace. Mais je me suis dit comment je vais pouvoir proposer une offre de soins de qualité tout en m'adaptant au contexte local. Donc pour ça, il fallait être sur place. Donc j'ai pris mes 4 enfants, j'ai pris un avion et je suis rentré vivre en Mauritanie. C'était un gros risque, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Je pense qu'il en valait la peine. Il faut savoir que le métier d'infirmière libérale est un métier assez. Moi, je trouve que c'est un métier passionnant
dans le sens où l'activité principale de cette fonction est de maintenir à domicile des personnes qui sont en perte de dépendance, des personnes handicapées, des personnes en souffrance psychique, psychologique ou en situation de vie très critique, pour ne pas dire en fin de vie. Et je trouve ça très passionnant parce qu'on passe de l'analyse à l'organisation des soins, à la réalisation des actes, pardon, et ensuite à l'évaluation. Et on est tout le temps en train de parfaire sa pratique professionnelle et j'avais envie de transmettre ça. Donc, je suis arrivé en Mauritanie, j'ai commencé un peu à travailler de façon informelle parce que j'étais énormément sollicité par l'entourage, par les proches. On me disait, il y a une infirmière de France qui vient d'arriver, elle peut venir à la maison. Et je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler en tant qu'infirmière libérale, mais voilà, c'était plutôt du service à la personne. Et je me suis dit, non, il va falloir que je cadre cette activité-là. Et j'ai eu un déclic un jour en allant chez un patient dans un état très critique. Et j'ai demandé de l'aide. En fait, j'ai demandé de l'aide à une collègue qui est cofondatrice aujourd'hui, qui s'appelle Diala Tamara, qui m'a rejoint. Et je lui ai dit, écoute, là, j'ai une personne qui va vraiment pas bien. On est plus sur une fin de vie, donc j'ai besoin de toi. Donc, on a aidé le patient à partir vraiment, on l'a accompagné jusqu'au bout. Et là, je me suis dit, non, faut faire quelque chose avec ça. On ne peut pas rester comme ça. On a une expertise, on a de l'expérience. Il faut qu'on puisse partager. Et de là est née l'idée de RIM Santé. On n'avait pas encore la nomination, mais on savait qu'on voulait aider. On s'est rapproché de la PIM, qui nous a beaucoup guidés au démarrage de l'activité. On avait plein de questions en termes de cadrage, de pratique professionnelle, la reconnaissance de l'infirmière en Mauritanie. Et on a été bien guidés, bien orientés. Et on a pu structurer un peu un schéma idéal qui correspond aujourd'hui à nos attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à toute cette expérience et cette aide qu'on a reçue au niveau du pays, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai à souligner, c'est vraiment une volonté aussi politique d'accompagner les porteurs de projets en santé. Et on a été accompagné jusqu'au bout. Aujourd'hui, RIM Santé est né il y a environ 2 ans. Et de par cette activité, on produit des soins au cabinet. On produit également beaucoup de soins à domicile. On accompagne les personnes en situation très, très critique. Et le plus beau, c'est qu'on fait beaucoup de partenariats avec les hôpitaux publics et les établissements de santé. On crée du lien entre un besoin qui est réel et qui a fait vraiment ses preuves. Donc, c'est vraiment une belle rencontre, on va dire, avec Diala, parce que du coup, ça a créé quelque chose d'explosif et une collaboration efficace sur le terrain. Très bien, merci. Merci beaucoup, Fatoumata, d'avoir partagé cette belle histoire, justement. Donc, vous avez démarré avec votre passion qui est le métier d'infirmière, qui est un travail, surtout pendant le Covid-19, comme vous avez dit, c'est un travail de mobilisation. Et on a salué justement tout le personnel de santé et le personnel soignant pendant cette crise-là. Et donc, par la suite, vous êtes tourné vers l'entrepreneuriat. Et le climat un peu des affaires et le climat un peu justement des affaires, oui, en Mauritanie vous a un peu aidé. Donc vous avez dit que vous vous êtes tourné vers la PIM, ce qui a un peu accéléré donc votre entreprise. Donc là, je me tourne vers Madame Aziza. Donc justement, quels sont les principaux atouts du climat des affaires en Mauritanie pour voir émerger, par exemple, des initiatives comme RIM Santé, mais également pour attirer des entreprises étrangères, comme les entreprises tunisiennes dans le domaine de la santé, à venir exporter ou améliorer donc, leurs activités dans le domaine de la santé en Mauritanie. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Madame Fatoumata. En fait, tout à fait, au-delà de citer tous les atouts du climat des affaires, de dire que oui, on a une stabilité juridique, on a une certaine sécurité, quand même un climat assez propice aux investissements, un cadre juridique en constante évolution qui essaie de répondre aux attentes du tissu entrepreneurial local et même des investisseurs étrangers. Tout cela, c'est vrai, c'est en cours. On a un nouveau code des investissements qui vient d'être revu tout récemment, qui vient d'être promulgué en février 2025, dont les textes d'application vont très bientôt sortir courant ce mois-ci. Et donc, oui, le cadre, on a aussi la loi Startup Act qui a été promulguée, qui pourra aussi être un vrai bond pour les entreprises, notamment dans la health tech. Mais au-delà de tout ça, le climat des affaires en Mauritanie, j'ai envie de dire qu'il est propice parce qu'il est un peu
entre guillemets, vierge, effectivement. Donc, il est caractérisé par une demande croissante pour les services de santé modernes, mais pas que. Tel que vient de dire Mme Fatimatou, il y a un réel besoin, de services de santé modernes, notamment pour les populations aussi éloignées, entravées dans des zones assez éloignées du pays. Le cadre hospitalier aussi mauritanien est comme l'a dit M. Ndiaye tout à l'heure, il est en reconstruction et en restructuration constante avec les nouvelles réformes qui viennent. J'ai envie de dire que tout ça rend propice, avec la volonté politique qui est affirmée quand même pour moderniser un peu le secteur de la santé, le secouer un peu, le rendre plus accessible pour les soins à domicile, pour la télémédecine, pour les dossiers patients, etc., pour la digitalisation, qui est un terme assez galvaudé, mais quand même, on a encore un terrain propice et qui est demandeur de toutes ces solutions numériques. Et là, j'ai envie de dire que la Mauritanie, qui est engagée dans une restructuration profonde de son système hospitalier, non seulement en infrastructure, mais aussi en termes de gouvernance, tout ce contexte-là permet de dire qu'en fait, toutes ces solutions numériques et nouvelles, on est prêt à les accueillir. Sur un plan médical, technologique, on est prêt à les accueillir. Maintenant, je permettrai aussi de mentionner sur le contrôle du ministère de la Santé, bien sûr, et de M. Ndiaye, que ce renforcement de capacités locales à travers le transfert de technologies, le transfert à la formation aussi dont a parlé Mme Fatima tout à l'heure, la formation personnelle, la co-construction de solutions durables et adaptées au contexte mauritanien, tout cela constitue des axes stratégiques majeurs pour le pays, notamment pour des projets portés par les entreprises étrangères. Et donc, on est vraiment demandeur de ce genre de projets qui sont plus dans la valeur ajoutée pour le pays, adaptés au pays, adaptés aux besoins des populations locales, du terrain local, et aussi qui permettent sur le long terme, au-delà de simples propositions de vente de solutions numériques, qui permettent réellement de créer une valeur ajoutée, un réel transfert technologique, un transfert de connaissances au pays et donc au contexte local. Donc ce type de partenariat qui est fondé sur l'innovation, mais aussi sur une co-construction et sur un développement national, nous, à la PIM, on l'encourage et on veille vraiment à valoriser tous les investissements créateurs de valeur sur le plan humain, social et bien évidemment en termes de santé publique d'une façon générale et de la health tech plus particulièrement. D'accord, merci beaucoup Aziza. Juste, donc, pour rappeler que la health tech justement n'englobe pas que la e-santé, que l'utilisation des nouvelles technologies, c'est également les dispositifs médicaux, c'est également la biotech, les médicaments, etc. Et d'ailleurs, on a parmi nous des entreprises qui opèrent dans ces domaines-là et donc qui ont beaucoup d'activités donc implantées en Tunisie. Et donc, pour compléter un peu ce que vous venez de dire, j'aimerais bien avoir l'avis de Madame Fatoumata sur justement ces opportunités et ces dynamiques qui peuvent être intéressantes pour une entreprise qui souhaite lancer ses activités en Mauritanie. Pour vous, par exemple, quel a été le déclic et quelles sont pour vous les opportunités intéressantes? Alors pour moi, le déclic, c'est déjà un soutien, comme ça a été dit plusieurs fois, c'est un soutien politique, hein. C'est vraiment cette reconnaissance d'un besoin et qui est partagé. Ça veut dire que quand moi, j'ai proposé cette solution en tant qu'infirmière de soins à domicile, c'est quelque chose qui a été accueilli avec beaucoup d'engouement parce que ça existait très peu et donc du coup, c'est quelque chose qui a été accueilli. Donc si c'est accueilli, c'est que ça relève quand même d'un besoin qui est criant. Et du coup, ce type d'approche, c'est très motivant, c'est très stimulant, parce que la Mauritanie, moi, je suis arrivé ici en 2021, et aujourd'hui, on est en 2025, et je vois comment le pays évolue. Je vois comment le pays évolue dans les deux sens, tant sur le plan de la population, qui est demandeur aussi, qui est demandeuse, qui demande, qui recherche, qui appelle à l'aide, en fait, mais qui n'a pas spécialement de solution en face pour répondre à un certain besoin. Et à l'État aussi qui nous dit, voilà, nous, on peut vous aider. Donc, dites-nous comment on peut vous accompagner. Donc, ce sont deux actions qui sont complémentaires et nous, on est au milieu. Et nous, on va bénéficier de cette dynamique-là. Et on voit pas mal de dispositifs qui ont été mis en place, même pour l'accompagnement, la prise en charge en santé, comme la classe, par exemple,
Avant, on n'avait que la CNAM pour les personnes qui étaient employées de l'État mauritanien, mais aujourd'hui, on voit qu'on peut être pris en charge avec des dispositifs pour les personnes même n'ayant pas de statut professionnel stable. Et ça, je pense que ça pousse aussi les gens vers la prise en charge en santé. En Mauritanie, être malade, on ne va pas facilement voir un médecin. Aujourd'hui, si on va voir un médecin, si on a mal au ventre, on va voir un gastro-entérologue. Si on a mal à la tête, on va voir un neurologue. Si on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Il y a toute une chaîne en fait à reconstruire en passant du médecin généraliste, du médecin de famille qui a fait un très bon boulot pendant des années, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il va falloir restructurer parce qu'aujourd'hui, on a des spécialistes de qualité, mais qui doivent travailler en collaboration, en coordination. Et nous, on fait partie de ce maillon du maillon de cette chaîne-là. Donc, les hôpitaux, les médecins, les institutions, le personnel, les personnes civiles, et tous en fonction de nos capacités, on va promouvoir un système de santé qui va être normalement une réussite. Il n'y a pas de raison. Mais pour ça, il va falloir faire beaucoup de sacrifices et accepter de prendre beaucoup de recul. Lorsqu'on arrive en Mauritanie, on a tendance, comme j'ai dit tout à l'heure, à vouloir copier un modèle. Et en fait, c'est pas possible. Parce qu'on est face à une culture qui est différente, à une communauté qui est différente. Moi, je suis infirmière libérale en France. Je pouvais voir entre 35 et 38 patients entre 8 heures et 13 heures. Aujourd'hui, quand j'ai entre 8 heures et 13 heures, j'en vois 5 ou 6. Parce que je vais là-bas, on me donne à boire, on me donne à manger, on me demande de m'asseoir, on fait dialogue. Je veux dire, il y a tout ça à prendre en compte. Et ça peut paraître comme un obstacle, mais pour moi, c'est vraiment une grande richesse. Si on prend le temps d'évaluer la composition de la société et s'adapter à son besoin, à sa demande, on est plus efficace. Et donc, pour moi, venir en Mauritanie, et vous faites bien de nous approcher par des webinaires, par des missions sur le terrain, parce que c'est un pays qui est très complexe. On a l'impression de l'extérieur que c'est facile d'intégrer. Moi, je suis franco-mauritanienne, hein, mais je connaissais de la Mauritanie que le village natal de mes parents. Et quand j'ai voulu travailler à Nouakchott, c'était très différent. Et j'ai vite compris que ce n'était pas les mêmes codes qu'en France. Et donc, faut prendre du recul et se dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment je vais opérer, quel regard ils vont avoir sur une femme qui se dépasse à la maison avec son sac à dos, qui a pas, il n'y a pas de médecin à côté, mais c'est qu'une infirmière. Aujourd'hui, quelle place a l'infirmière en Mauritanie? C'est une place que nous, on doit se donner et qui demande une très grande reconnaissance. Et on y travaille. Ah, très bien, très bien. Il y a des gens qui applaudissent déjà par rapport à ce que vous venez de dire, Fatoumata. Merci. Oui, en effet, l'aspect culturel et le fait d'aller sur terrain justement et de s'adapter. Donc, c'est des aspects et des axes très, très importants. Donc, pour tout entrepreneur et pour toute personne donc, qui intègre un marché, quel que soit le pays, en effet. Donc, merci beaucoup pour ce beau cette belle intervention. Donc là, on se retourne vers Monsieur Ndiaye. Donc, pour continuer à parler un peu des défis. Donc, tout à l'heure, on a parlé donc des opportunités, de toute l'effervescence qu'il y a autour du secteur de la santé actuel, mais il y a sûrement quelques défis, des défis technologiques ou autres. Donc, est-ce que ces défis-là peuvent créer des opportunités pour des entreprises qui souhaitent lancer leurs activités? Alors, donc, j'avais juste quelqu'un qui venait d'intervenir dans la salle de Ouais, pas réunion. de Mais souci. c'est que, alors, donc, c'est que je disais tout à l'heure, justement, par rapport à la numérisation et puis par rapport au dossier patient, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le défi majeur pour notamment les structures hospitalières, c'est vraiment d'avoir cette expertise-là sur cette question et surtout l'opérationnalité des structures qu'on a aujourd'hui, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les cliniques, qui souhaiteraient avoir du coup ces dossiers patients. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Donc maintenant, ça a été dit, il y a un contexte qui est très différent. Moi également, j'ai à peu près le même parcours que Fatou, puisqu'on est venu ensemble en 2020 avec, avec la délégation de la diaspora mauritanienne qui est venue intervenir en Mauritanie auprès du ministère de la Santé, donc qui est venue en même temps qu'elle. Effectivement, donc à cette époque-là du Covid-19, j'étais directeur d'un établissement de santé en France, donc d'un EHPAD. On était, je pense, après la première vague. Et oui, on arrive en se disant justement on va donner, on a beaucoup à donner. Mais finalement, on se rend compte que sur le temps qu'on est là, effectivement, il y a une adaptation à faire et qui est quand même colossale en vrai. Donc, il y a un contexte à connaître et il faut que ces entreprises justement qui se projettent à venir opérer en Mauritanie comprennent ce contexte-là et arrivent finalement à connaître
justement les structures, le fonctionnement des structures, les organigrammes du ministère, par exemple, et aussi une connaissance finalement du terrain au niveau des structures qu'elles accompagnent. Et ça, je pense que c'est prioritaire et c'est primordial pour pouvoir finalement apporter une solution qui soit adaptée du coup à ces structures-là et surtout finalement au fonctionnement de ces structures-là. Il y a plein de choses qu'on voit, par exemple, dans les hôpitaux ici, qui seraient un peu des aberrations au niveau des hôpitaux, on va dire, par exemple, comme en France. Mais ça fait partie de la culture, ça fait partie de la tradition. Et il faut arriver finalement à apporter des solutions qui correspondent finalement aux façons de faire locales. Et donc ça, vraiment, cette capacité d'adaptation est primordiale. Très bien, merci. Je note une connaissance du terrain à cultiver, un contexte à connaître et une adaptation à faire. Donc, si on peut dire ces trois mots-clés. Moi, j'ajouterais peut-être aussi donc un cadre réglementaire assez exigeant. Donc, on sait que le domaine de la santé est très réglementé et très pointu. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des défis techniques vraiment réglementaires ou bien organisationnels que peuvent rencontrer les entreprises donc, qui souhaitent développer leurs activités sur le marché de la Mauritanie? Et surtout, est-ce qu'il existe des solutions qui peuvent faciliter un peu cette adaptation, cette implantation? Donc, les trois mots-clés que vous avez dit, justement, est-ce qu'il y a des dispositifs qui peuvent les accompagner, bien sûr, dans cette belle aventure-là qu'ils auront? Monsieur Ndiaye. Oui, alors donc c'est vrai que le ministère de la Santé a mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent vraiment aux entreprises de pouvoir s'accommoder du coup des institutions et des structures. Donc il y a cette facilité et puis il y a une grande volonté tout de même à pouvoir accueillir, à pouvoir présenter le fonctionnement du ministère, le fonctionnement de la pyramide sanitaire au niveau en Mauritanie. Et toutes ces documentations, tous ces éléments sont vraiment mis à disposition au niveau du ministère de la Santé par l'intermédiaire, par exemple, soit de leur site Internet, où vraiment on a toute une organisation qui est mise en place pour pouvoir avoir une meilleure connaissance du système de santé en Mauritanie et faciliter du coup finalement aux entreprises d'avoir une connaissance, même à distance, de ce qui est possible des dispositifs existants. Et une fois sur place également, on a les directions, donc les directions centrales qui sont aussi ouvertes à cette question et qui, je sais, reçoivent pour notre direction, par exemple, nous avons la possibilité, nous avons reçu des entreprises venant de part et d'ailleurs qui venaient en fait s'acquérir un peu du terrain, venir un peu prendre connaissance du terrain. Et c'est vraiment une volonté d'ouverture qui est constante puisque le besoin est énorme et la Mauritanie ne peut pas se priver de l'expertise des pays voisins et surtout d'un partage de compétences, notamment plus tard, justement dans le cadre des contrats qui peuvent être signés avec le ministère. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, donc pour cette intervention. Là, on continue un peu donc sur un peu les démarches à suivre. Donc, on retourne vers la PIM. Donc, tout à l'heure, on a eu vraiment un schéma général des différentes activités et des axes donc d'intervention de la PIM. Concrètement, par exemple, pour une entreprise tunisienne, donc qui souhaite démarrer ses activités en Mauritanie, quelles sont les principales démarches à suivre? Et est-ce que, donc, tout à l'heure, donc, vous avez dit que la PIM est un guichet unique, il peut faciliter un peu donc, ces étapes. Donc, est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques, surtout, par exemple, pour les entreprises dans le domaine de la santé? Oui, alors d'abord, il faut dire que pour la PIM, pour préparer sereinement son entrée sur le marché mauritanien, il y a des possibilités de contacter la PIM avant même de venir en Mauritanie. Et nous collaborons très souvent avec avec des chambres de commerce bilatérales, avec des organisations patronales, avec la CEPEX en Tunisie, le TABC, ou encore avec des chambres bilatérales de commerce, pour préparer des missions de prospection, des gens qui viennent découvrir le terrain ou pour un partage d'informations ou une orientation, pour pouvoir préparer déjà son arrivée directement et donc être accompagné même avant de venir sur le terrain et donc d'en apprendre encore plus.
Maintenant, une fois sur place, première étape à faire, c'est contacter la PIM. Donc, un premier contact qui servira d'orientation stratégique principalement, et donc une première évaluation du projet. Par la suite, ça va être un accès au guichet unique des entreprises, ce qui va permettre de centraliser toutes les étapes de création d'entreprise. Donc, ça va être le choix de la forme juridique, un accompagnement par rapport aux spécificités du secteur de la santé, savoir quelle forme juridique est conseiller pour quel type de projet. Ensuite, une obtention d'un numéro d'identification fiscale et toutes les étapes administratives classiques de création d'entreprise. Et par la suite, l'accompagnement va au-delà de cela vers un accompagnement d'agrément, l'obtention d'un agrément si jamais le projet s'y prête, si le projet d'investissement rentre dans une case une catégorie PME, un régime PME ou un régime de base ou même dans un pôle de développement. Pourquoi pas, il pourrait y avoir un pôle de développement. Et donc, dans ce cas-là, la PIM accompagne dans toutes les étapes de démarche de demande d'agrément jusqu'à l'obtention de l'agrément, jusqu'après l'agrément. Et il y a aussi les démarches sectorielles spécifiques, par exemple dans le domaine de la santé. Il y a certaines autorisations qui sont nécessaires. Il n'y a pas que le domaine de la santé qui est un peu réglementé d'ailleurs. Il y a d'autres domaines un peu réglementés, celui de la pêche également. Donc, pour ce genre de démarches spécifiques, on propose des démarches sectorielles spécifiques pour l'obtention d'agréments ou d'autorisations pour les cliniques, pour les équipements, pour les normes d'équipement, comment est-ce qu'il faut se soumettre aux normes médicales locales, comment est-ce qu'on peut avoir des autorisations nécessaires pour l'obtention de telle ou telle, pour une mise sur le marché local. Dans ce cas-là, on peut accompagner donc les différentes démarches dans la mise en relation avec les autorités ministérielles concernées, avec les partenaires techniques nécessaires s'il le faut, si c'est souhaité par l'entreprise, encore une fois. Donc voilà, en gros, c'est le dispositif que l'on met en place et à disposition pour les investisseurs ou pour les entreprises, notamment dans le domaine de la santé, qui veulent s'installer en Mauritanie. Merci. Merci beaucoup. Donc, Madame Soumaré, vous, RIM Santé, elle se trouve où un peu entre tous ces défis-là? Comment vous avez pu naviguer? Je pense surtout que comme vous êtes un peu dans la e-santé, vous travaillez avec des patients, il y a les données patients, donc la protection des données patients, il y a peut-être des autorisations à faire, il y a le côté financement aussi. Donc, comment RIM Santé a pu s'en sortir? Alors, concernant, alors moi, en France, j'avais pas mal de dispositifs. J'avais une application pour les infirmières libérales, je bénéficiais de la formation continue, j'avais tout clé en main. Et là, j'arrive dans un pays où tout est à créer, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, on approche des personnes spécialisées dans les domaines de la technologie. On n'a pas encore trouvé. En fait, le problème, c'est que moi, je veux vraiment quelque chose qui ressemble à ce que j'ai eu avant parce que c'était quelque chose de très complet. Et là, en fait, c'est un dispositif qu'on découvre et c'est pas facile d'exiger certaines fonctions. Donc là, je ne suis pas encore sur le prototype que je souhaiterais avoir pour finaliser le suivi de mes patients, mais on y travaille. C'est pas encore gagné. Donc en fait, c'est comme l'a dit Madame Lefgui, c'est ça? Ça se prononce comme ça? Tout est à créer. Donc, tout est à créer et des fois, c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, il faut beaucoup persévérer. Il faut être très patient parce qu'on arrive des fois face à des gens qui ne comprennent pas spécialement nos demandes et qui ont besoin de savoir si ce qu'on fait, ça fonctionne vraiment. Il faut créer du lien avec les partenaires. Il faut savoir se vendre. Vous imaginez, on reste quand même des femmes, on reste quand même vulnérables. Et une femme qui crée une société en santé, qui se déplace, comme je l'ai dit, avec son sac de maison en maison, d'hôpital en hôpital, bon, ça peut être un peu déconcertant. Mais après, si on peut faire le lien avec les obstacles et les défis que j'ai pu rencontrer par rapport à la question que vous venez de soulever, c'est vraiment cette reconnaissance. Cette reconnaissance, mais qui, lorsqu'elle est prouvée, elle est grandement appréciée. Grandement appréciée. Et l'État est très demandeur. Les hôpitaux également. Et on nous appelle très souvent, que ce soit par des particuliers ou dans le domaine du privé, du public, pardon. Et en fait, on se sent vraiment utile.
Après, il faut prendre en compte pas mal de choses comme le transport qui est difficile. En France, tout est sectorisé. Moi, j'avais, par exemple, dans un bâtiment, je pouvais avoir 5 ou 6 patients diabétiques, donc je les voyais en 1 heure. Là, des fois, déjà, il fait 40 degrés, entre 35 et 40 degrés en Mauritanie. Donc, on a des fortes chaleurs. On a des périodes où on a beaucoup d'eau dans certains quartiers. On a des quartiers qui sont un peu moins sécurisés. Donc là, à ce moment-là, on envoie plutôt des hommes que des femmes. On fait attention aux horaires. On prend en compte l'heure de la prière. Si on ne veut pas passer notre journée à faire des soins, parce si on arrive sur un vendredi à 14 heures, on va rester plombé là. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et c'est super intéressant. Mais il faut avoir une volonté de s'adapter. S'adapter à un écosystème qui est nouveau, qui est riche. Et du coup, ça demande de se former régulièrement. Régulièrement, mais s'auto-former. On n'a pas grand-chose ici, s'auto-former. Et fort probable que les premières formations en soins infirmiers à domicile proviennent de ORIM Santé ou d'autres partenaires parce que c'est tout nouveau. On a découvert pas d'autres cabinets un peu plus loin qui travaillent aussi très très bien, mais qui manquent de visibilité parce que c'est pas connu. Ou alors qui semblent ne pas être légitimes à se faire connaître également. Donc, je pense qu'il faut essayer de travailler ensemble, de se soutenir dans nos pratiques professionnelles, de créer une chaîne de formation continue pour améliorer nos pratiques et nos compétences sur le terrain et vraiment, c'est cette chaleur qu'il y a entre les soignants et les soignés est quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Parce qu'en France, on est assez. En fait, en France, le patient est client. Le patient est client, donc lorsqu'on arrive chez un patient, on fait un soin parce qu'on lui doit ce soin. En Mauritanie, c'est pas du tout comme ça. En Mauritanie, on fait un soin avec beaucoup de. En fait, les personnes, des fois, nous mettent tellement mal à l'aise parce qu'il y a une grande reconnaissance. Parce que pour eux, vous vous déplacez chez eux, vous prenez soin d'eux. Et puis, il y a toute l'éducation thérapeutique à faire auprès de la famille aussi. Ici, il n'y en a pas d'aide-soignant, on n'a pas de kiné voilà, à domicile de façon élargie. Donc, ce sont les aidants familiaux à qui je tire mon chapeau, qui lavent les patients, qui les déplacent, qui les mobilisent avant notre arrivée, qui prennent en compte les besoins du patient, qui prennent note des dispositifs qu'on va mettre en place pour que quand on revienne dans 2 jours, ce soit OK, qu'on ne régresse pas dans la prise en charge. Et ça, c'est quelque chose, comme l'a dit M. Ndiaye, ça peut être un peu inconfortable lorsqu'on arrive à l'hôpital et qu'on voit 10 femmes assises par terre autour d'un lit qui vous empêchent d'accéder aux patients parce qu'elles prennent de la place. Mais si ces femmes-là ne sont pas là, en fait, votre patient ne peut pas le prendre en charge. Parce que c'est des personnes qui font partie du soin. Et ça, c'est différent de la France. Donc, ça peut être des obstacles, il faut plutôt les prendre comme de la force et travailler avec. Et quand on travaille avec, ça marche vraiment très bien. Donc, voilà, travailler un réseau, s'accommoder au milieu local, rassurer, parce qu'ici, en Mauritanie, tout le monde se connaît. Donc, voilà, tout de suite mettre un cadre. Ne vous inquiétez pas, je suis là, mais je suis là. Voilà, j'ai une déontologie. Ce qui va se passer ici ne sortira pas de la chambre. Faites-moi confiance. Et tout ça, c'est des choses qui se mettent en place alors qu'en France, c'est automatique. Un soignant, il est diplômé d'État, c'est déjà bien clair dans sa tête, mais ici, en Mauritanie, tout le monde se connaît, c'est toujours le fils d'un tel, le cousin d'un tel. Et ça, il faut toujours imposer, faut toujours donner le cadre en arrivant chez les gens. Et ça prend du temps. Et des fois, avant que le patient puisse s'ouvrir, ça peut prendre 2-3 jours. Et ça, faut être prêt aussi à ça. Donc, c'est plus, on est dans le soin technique, mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le soin relationnel. Et je pense que c'est ce qui fait la force de RIM Santé aujourd'hui. Très bien, merci. Donc, c'est un peu l'humain qui est au centre de vos activités. C'est aussi l'humain qui rend un peu le métier de la santé noble. Comment on peut dire. Donc, merci beaucoup. Pour finir, je vous demanderai un petit conseil, une petite recommandation pour chaque entrepreneur qui souhaite déjà se lancer, qui souhaite développer ses activités en Mauritanie. On commence par Monsieur Ndiaye. Allez. Alors, par le micro. Alors, donc, je pense que le premier conseil pour moi, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir, on va dire, observer l'ensemble des plateformes qui sont dédiées notamment aux projets, parce qu'il y a plusieurs projets dans lesquels nous recherchons justement des compétences par rapport à un domaine ou à un autre. Je pense qu'il y a vraiment à faire justement cette veille, entre guillemets, pour pouvoir voir un peu les différents projets qui arrivent. Moi, dans le cadre d'un projet qui est appui à la mise en œuvre du PNDS, on a envoyé l'ensemble des directeurs des hôpitaux, en tout cas 15 directeurs des hôpitaux, qu'on a envoyé en Tunisie justement pour se former sur la question de la planification et aussi de la gestion des risques.
Et donc ça, c'est vraiment des projets qu'on publie et dont on attend justement le retour des entreprises qui nous fournissent qui nous fournissent du coup finalement leurs compétences, leurs capacités à pouvoir former sur la thématique donnée. Et il faut être vraiment en veille sur les projets existants au niveau du ministère de la Santé. Et ça touche vraiment plusieurs on va dire, thématiques. Et c'est intéressant vraiment de pouvoir être en veille là-dessus. Merci beaucoup. Madame Aziza. En fait, moi, j'ai envie de dire qu'à l'APIM, on croit profondément au potentiel des collaborations bilatérales, notamment entre la Tunisie et la Mauritanie, surtout les collaborations structurantes et apporteuses de valeur ajoutée, encore une fois. Donc, à toutes les entreprises tunisiennes ou autres d'ailleurs qui souhaitent s'installer en Mauritanie, on les invite vraiment, la porte est grande ouverte. La Mauritanie ouvre grande ses portes pour venir co-construire ensemble, non seulement exporter des solutions, mais co-construire ensemble, s'adapter à un terrain, investir et transmettre des connaissances, transmettre un savoir-faire. Parce que les besoins, comme on l'a répété à maintes reprises aujourd'hui, ils sont concrets, ils sont là, ils sont urgents sur notre territoire. Donc, ça serait bien de venir non seulement à proposer une solution sur le marché, mais comme un vrai, collaborer ensemble comme un vrai terrain d'innovation, de partenariat et d'impact commun sur les populations locales des plus entravées à la capitale et partout en Mauritanie. Encore, donc vraiment, merci pour toutes ces missions, merci encore une fois et au plaisir vraiment d'accompagner tous ces projets avec rigueur, avec écoute et avec engagement. On est là et on est prêt à les accompagner et on reste à l'écoute, bien sûr. Merci beaucoup, Aziza. Merci. Fatoumata. Alors moi, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit M. Ndiaye concernant ce qui existe déjà en Mauritanie. On a un programme en santé déjà qui est déjà présent, qui se déploie auprès des personnes. Et il faut vraiment rejoindre ces dispositifs-là qui existent déjà et ne pas essayer de contrecarrer, en fait. Que ce soit au niveau étatique, mais aussi au niveau humain. Parce que les gens travaillent déjà sur pas mal de sujets, sauf que des fois, c'est par manque de visibilité, des fois, c'est par manque d'expertise. Et les Mauritaniens sont des gens qui sont très ouverts au savoir et aux nouvelles connaissances. Moi, j'ai constaté lors de ma mission, c'est une anecdote que je répète souvent, c'est lorsqu'on a établi les protocoles de soins en santé, j'étais censé venir en tant qu'experte et leur dire, voilà, vous allez faire ça, 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 ça. Et je n'ai pas pris ce chemin-là. J'ai fait un peu comme Super Nanny, comme on dit. J'ai observé pendant plusieurs jours et j'aurais dit, maintenant, vous allez m'observer pendant plusieurs jours. Et puis ensuite, on a dit, on va faire des protocoles communs. Et c'est ce qui est resté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses. En fait, on n'invente rien en Mauritanie. Les choses se font déjà. Sauf que des fois, on manque un peu d'expérience. Donc, c'est juste un coup de pouce. Et je fais un appel aussi à la Tunisie en tant qu'infirmière libérale. On a beaucoup de soucis en termes de réassort de dispositifs médicaux, tout ce qui est en termes de consommables. Alors, à ce jour, je me réapprovisionne encore en France. Pas trouvé sur le continent des dispositifs adaptés. Et c'est vrai que lorsqu'on commence une activité, c'est bien de s'interroger sur ce qu'on est capable d'avoir sur place en termes de dispositifs, parce que ça peut nous freiner dans notre activité. C'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. Et du coup, ben là, aujourd'hui, je suis encore à la recherche de partenaires qui seraient aptes à déployer pas des traitements, mais vraiment du consommable, des pansements spécifiques pour prendre en charge des plaies chroniques, des plaies graves, des plaies critiques. Parce que je n'ai pas encore trouvé de solution et je lance un appel à toutes les sociétés qui seraient intéressées pour nous aider en ce sens, de t'accueillir les bras ouverts. Très bien, merci. Merci beaucoup. S'il y a des questions, donc, vous pouvez les écrire sur le chat. On prendra quelques minutes pour y répondre. Entre-temps, moi, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à tous nos mercredis de l'export. Donc, on a démarré, je pense, depuis septembre dernier.
Vraiment, on a fait des webinaires généraux, on a parlé de l'export, on a parlé du continent africain, donc notre continent, des différentes relations. Vraiment, c'était 4 webinaires généraux très récap. Et par la suite, on a fait 2 webinaires où on a parlé du Sénégal, des opportunités, de ses atouts. Aujourd'hui, donc on vient de finaliser le 2e webinaire de la Mauritanie, de ses opportunités et de ses atouts. Vraiment, on était et surtout, on a fait de très très belles connaissances et on a eu de très belles interventions d'experts du domaine. Donc, merci à tous. Pour ceux qui ont raté, donc tout est sur notre page YouTube Expan Africa. Merci Ahlem pour l'animation. Et donc, continuez à nous suivre et à suivre les différentes activités sur nos réseaux. Et j'aimerais vraiment remercier infiniment et chaleureusement nos 3 panélistes. Donc, Monsieur Ndiaye, Madame Lefri, Madame Soumaré, je suis très ravie de vous avoir et j'espère qu'on va continuer à collaborer, à échanger ensemble. Donc, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions et pour votre disponibilité aujourd'hui. Merci, Shema. Merci à vous. Merci à vous pour Merci. cet échange et pour tout, pour l'invitation et pour l'intérêt. Merci à vous et on se dit à très vite, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.